Un accord de paix peut être qualifié d'historique et pourtant laisser les personnes les plus touchées piégées dans un avenir conçu par d'autres. C'est ce qui s'est passé ici. Camp David a été présenté comme une percée, comme du courage, comme l'histoire en marche. Ce qui compte pour nous, c'est ce qui a survécu une fois que ces promesses se sont transformées en clauses, car certaines parties de cet accord sont devenues concrètes très rapidement. Pour les Palestiniens, l'avenir est resté ouvert, mais selon des termes qu'ils ne contrôlaient pas. En 1977, le langage avait changé, mais pas, du moins en public, vers une sortie bilatérale étroite. Ces derniers jours, nous avons assisté, je crois, à une percée historique dans la recherche d'une paix durable et permanente au Moyen-Orient, grâce aux véritables qualités de leadership qui ont été démontrées par le courage du président Sadat et l'accueil gracieux qui lui a été réservé en Israël par le Premier ministre Begin. Lorsque nous voyons des progrès réalisés par les parties elles-mêmes, nous les soutenons pour qu'elles avancent par elles-mêmes. Je pense qu'il est beaucoup plus important d'avoir des négociations directes entre l'Égypte et Israël que de nous voir agir comme un intermédiaire dominant constant. Je pense que c'est un pas majeur dans la bonne direction. Monsieur Carter a réitéré qu'un traité de paix séparé entre Israël et l'Égypte n'est pas souhaitable, mais il a ajouté une précision qui équivalait à un léger avertissement aux autres Arabes. Si à un moment donné, il devient évident que la Jordanie ne veut pas la paix, ou que la Syrie ne veut pas la paix, ou que le Liban ne veut pas la paix dans un règlement avec Israël, alors une alternative pourrait devoir être envisagée, mais nous n'en sommes certainement pas encore là. Ce que les gens voyaient était quelque chose de plus large. Je ne vais pas à Genève pour discuter de la possibilité du retrait israélien des terres occupées après 67 du tout. C'est un fait. Mettez-vous à ma place. Pourriez-vous accepter de négocier sur votre terre? Je ne suis pas prêt à négocier sur un seul pouce de ma terre, de toute la terre arabe. Israël le sait très clairement. Pouvez-vous concevoir que l'Égypte signe un accord avec Israël auquel il n'y a pas aussi d'accord donné par la Syrie et l'OLP et les autres États arabes concernés? Non, pas du tout. Parce que notre objectif ultime de la conférence de Genève est d'établir une paix permanente. Sans que toutes les parties concernées assistent et signent cet accord de paix, nous ne pouvons pas, établir la paix. Donc cela doit être Les parties. Un règlement régional, des terres occupées en 1967 Jérusalem et un avenir où les Palestiniens semblaient encore politiquement présents, pas repoussés administrativement pour plus tard. Et cela compte, car cela nous indique où chercher le véritable rétrécissement. Pensez-vous que l'État palestinien inclura ou exclura la partie de la Cisjordanie qui est Jérusalem-Est ? Elle doit faire partie de l'État palestinien, la Cisjordanie et la bande de Gaza, avec un corridor entre eux à travers Israël. Et cela peut être, peut-être atteint à Genève. Et quand vous parlez de la Cisjordanie, vous incluez Jérusalem-Est dans cela. C'est une seule et même chose. Tout à fait. Cela fait partie des terres occupées après 67. Laissez-moi vous dire ceci. Personne dans le monde arabe, qu'il soit musulman ou chrétien, et dans le monde musulman qui compte maintenant plus de 700 millions, n'acceptera la souveraineté israélienne sur la partie arabe de Jérusalem parce que c'est une question purement religieuse pour eux. J'ai dit cela au président Carter très franchement, ce que je vous dis maintenant. Personne n'acceptera la souveraineté israélienne sur ces lieux saints. Cela n'a pas été annoncé au premier plan. Cela a été intégré dans ce qui est venu ensuite. Une promesse que les gens ont entendue était plus large que la livraison qui a suivi. Avant les clauses, il y avait l'image, et l'image comptait. Dès le début, c'était un événement médiatique. Suite à la déclaration dramatique du président Sadat au Caire qu'il était prêt à aller au bout du monde pour parler directement avec Israël, le Premier ministre Begin a diffusé directement au peuple d'Égypte. Mais nous ne voulons pas de conflit avec vous. Disons-nous l'un à l'autre et que ce soit un serment silencieux par les deux peuples d'Égypte et d'Israël, plus de guerre, plus de sang versé et plus de menaces. Presque immédiatement, le forum est passé de la radio à la télévision par satellite. 20 minutes avant 10 heures du soir, l'impossible semble s'être produit.
Le président Anwar Sadat d'Égypte, une nation officiellement en guerre avec Israël, est arrivé ici au centre de la capitale d'Israël, un moment historique. Et si vous pouvez détecter une note d'émotion dans ma voix, c'est une émotion partagée par tout le monde ici dans le hall de l'hôtel King David, où le président Sadat vient de franchir les portes. Parce qu'une fois que la diplomatie est mise en scène comme une histoire en mouvement, un accord plus étroit peut commencer à ressembler au premier chapitre d'une paix globale. C'est le véritable travail que ce spectacle accomplit. Ne pas résoudre le conflit, mais apprendre au public comment le lire. Que l'histoire retienne qu'à 14h11 et 30 secondes, heure de l'Est, l'Égypte et Israël ont signé un traité de paix, un traité mettant officiellement fin à 3 décennies de guerre. Le président Sadat d'Égypte et le premier ministre Begin d'Israël ont signé aujourd'hui à la Maison-Blanche ce traité pour leur pays. C'était une cérémonie simple sous un ciel ensoleillé qui a commencé avec les 3 dirigeants parcourant la courte distance de la Maison-Blanche à la pelouse nord, se serrant la main et se mettant au travail du jour, apposant leur signature sur un document qui changera sûrement le Moyen-Orient, peut-être même le monde. 1500 invités ont assisté à l'événement, mais le témoin officiel du traité était le président Carter. Et il a noté que ce n'est que le début, qu'il reste encore un long et difficile chemin à parcourir avant que la paix ne vienne à tout le Moyen-Orient. À aucun moment de son discours, M. Carter mentionne nommément les Palestiniens, la question la plus sensible de ce processus de paix. Tout au long de la brève cérémonie, des étudiants arabes dans le parc Lafayette, en face de la Maison-Blanche, ont crié leur opposition au traité. Alors que certains des invités à la Maison-Blanche semblaient distraits par le bruit, ni Sadat ni Begin ne semblèrent le remarquer. Parmi les invités se trouvaient pratiquement tous les membres du Congrès dont l'approbation est nécessaire pour la part des États-Unis dans l'accord de paix, y compris environ 5 milliards de dollars d'aide. Les caméras, la cérémonie, le langage du courage et du destin, tout cela comprime ce qui reste encore non résolu en dessous. Nous sommes tous engagés à poursuivre nos efforts jusqu'à ce que les fruits du règlement global sur lequel nous nous sommes mis d'accord soient partagés par toutes les parties au conflit. Le président Carter a dit un jour que les États-Unis s'engagent sans réserve à mener le processus de paix jusqu'à ce que toutes les parties au conflit arabo-israélien soient en paix. Les mesures que nous avons prises récemment serviront les intérêts vitaux arabes. La libération des terres arabes et la réintroduction de l'autorité arabe en Cisjordanie et à Gaza renforceraient certainement nos intérêts stratégiques communs. Et remarquez simplement ce que la cérémonie fait ici. À ce stade, elle semble déjà globale avant même que nous ayons vérifié ce qu'elle donne réellement sur papier et à qui. Donc, au moment où les papiers arrivent, le cadre émotionnel est déjà en place. Le public a déjà appris à quoi ressemble le progrès et qui peut sortir du cadre sans briser l'ambiance. Le langage technique est important car c'est là que la politique devient architecture. Monsieur Pérez, le Premier ministre Begin a déclaré dans son discours aujourd'hui que, selon lui, le plan d'autonomie signifie que les Arabes de Cisjordanie s'administreront eux-mêmes, mais pas le territoire. En d'autres termes, qu'Israël continuerait à administrer la terre elle-même. Cela vous satisfait-il? Non, pas du tout. Réalistiquement, je ne vois pas comment vous pouvez séparer l'autonomie des personnes de celle du territoire. Peut-on vraiment dire que l'on peut distinguer un homme de sa maison, ou un fermier de son champ, ou de son jardin? C'est impossible en termes réels. Et puis encore, l'accord ne prévoit pas un conseil d'administration autonome, mais essentiellement une autorité autogouvernante. Et nous tenons à la différence entre administration et gouvernement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons des doutes sur le plan d'autonomie. Nous pensons que les deux parties, l'Égypte et Israël, sont sortis de Camp David avec une compréhension contradictoire de ce que signifie l'autonomie. Et nous prévoyons des négociations assez compliquées à la suite de l'accord, mais vous... L'interprétation de l'autonomie par Begin est-elle une déviation des accords de Camp David? Je pense que c'est une interprétation très optimiste et je prévois des problèmes. Mais est-ce une déviation des accords de Camp David? Eh bien, je ne veux pas le juger ainsi. Mais quand je lis la version anglaise de Camp David, je dois dire que la traduction hébraïque est quelque peu optimiste.
Une fois qu'une promesse est transformée en procédure, ce qui compte n'est plus à quel point elle semblait généreuse. Ce qui compte, c'est ce que la structure permet réellement. Et ici, la structure fait quelque chose de très spécifique. Elle promet l'autonomie dans les mots tout en refusant la souveraineté dans les faits. Les gens peuvent être discutés politiquement, mais la terre, le mouvement, la sécurité et l'influence décisive restent enveloppés dans des périodes de transition, des lieux de sécurité, des postes de contrôle et des négociations ultérieures façonnées par des acteurs plus puissants. C'est la division. Non, autonomie est un mot porteur d'espoir. Opérationnellement, cela signifiait que les Palestiniens pouvaient se voir offrir des administrateurs sans qu'on leur donne le contrôle sur la terre, les frontières ou la force. Ce qui lie les termes de ce traité à la question plus large de la paix au Moyen-Orient est une lettre annexe signée par Sadat et Begin. Il oblige les deux pays à commencer dans un délai d'1 mois à négocier les termes de l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza qui abrite plus d'1 million de Palestiniens, la négociation elle-même ne devant pas durer plus d'1 an, après quoi des élections doivent avoir lieu pour une soi-disant autorité palestinienne autonome. Tout le monde suppose que ce sera la partie la plus difficile de toute la négociation, Israël excluant toute discussion avec l'Organisation de libération de la Palestine ainsi que toute idée d'un État palestinien indépendant. Les États-Unis et l'Égypte ont des vues similaires sur cette question, visant tous deux à un foyer ou une entité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza, peut-être liée à la Jordanie. En plus du traité de paix lui-même et de la lettre annexe sur la question palestinienne, il existe des mémorandums d'accord entre les États-Unis et Israël, l'un définissant les obligations de l'Amérique envers Israël dans le cas où le traité de paix avec l'Égypte s'effondrerait, et un autre garantissant des livraisons de pétrole américain à Israël pendant 15 ans si Israël ne peut pas acheter de pétrole ailleurs. Et cela compte aussi en termes vécus, car si le contrôle de la terre, du mouvement et de la sécurité ne quitte jamais réellement la puissance occupante, la vie quotidienne peut rester sous la même pression même si la rhétorique suggère qu'un avenir s'ouvre. Ainsi, l'échange dans la formulation est le suivant: un calendrier sans souveraineté, une autorité sans contrôle territorial et un statut final repoussé dans un avenir que le côté le plus fort est mieux placé pour façonner. Maintenant, la question change. Pas ce que l'accord disait, ce qu'il distribuait. Ce tableau est le moyen le plus simple de le voir. L'Égypte obtient un mouvement concret. Israël obtient également un mouvement concret. Les Palestiniens obtiennent un processus au futur. Et cette différence compte. Le Sinaï avait un calendrier. L'autonomie palestinienne a été reportée. D'après le traité de paix, Gaza et la Cisjordanie doivent bénéficier d'une autonomie, d'un autogouvernement limité. L'indépendance, cependant, est une question différente. En dehors des camps, les citadins sont devenus en partie économiquement dépendants d'Israël. Chaque jour, des bus emmènent 30 000 travailleurs en Israël vers les usines d'Ashkelon et de Tel Aviv. Et l'indépendance politique pour Gaza n'est pas non plus susceptible de faire partie de la pensée israélienne dans les négociations détaillées sur l'autonomie pendant les mois suivant la signature du traité. Les Israéliens craignent que sans leur armée ici, l'Organisation de libération de la Palestine ne revienne en force. Et le maire arabe de Gaza est clair, il pense que l'autonomie ne signifie rien. Les Israéliens ne vont pas se retirer, c'est le point. Monsieur Begin a déclaré qu'il y aura des forces israéliennes sur les territoires occupés pour toujours. Donc, il n'y a aucune chance que les habitants de Gaza aient leur liberté de faire quoi que ce soit. Il a même déclaré que l'autonomie dont on discute est l'autonomie des personnes sur les personnes, pas sur la terre. Donc il a dépouillé de tout sens la véritable autonomie. Je ne pense pas que cela conduirait à la domination d'une autre autorité que l'autorité palestinienne. Nous pensons que l'OLP fait partie de nous, les gens des territoires occupés. Nous pensons que nous, dans les territoires occupés, faisons partie de l'OLP et tout gouvernement qui sera mis en place ici sera un gouvernement des Arabes de Palestine, où certains membres de l'OLP, certains des habitants locaux, pourraient devenir le pouvoir gouvernant. La présence militaire israélienne à Gaza et en Cisjordanie et la question détaillée de l'autonomie ont été largement mises de côté par le traité de paix. Et dans les mois à venir, elles risquent d'être des points épineux dans les relations israélo-égyptiennes. C'est pourquoi l'expression « processus de paix » peut induire en erreur ici, car le processus n'est pas neutre. Il décide qui bouge maintenant et qui doit attendre. Ici, les intérêts étatiques ont bougé en premier.
Les droits des Palestiniens ont été repoussés à une étape ultérieure que des acteurs plus puissants étaient toujours mieux placés pour façonner, gérer et reporter. Donc l'asymétrie n'est pas quelque chose que le recul a découvert. C'est déjà visible dans la distribution, le territoire et la certitude bilatérale d'un côté, le langage d'autonomie sans contrainte de l'autre. L'écart sur le papier est une chose, l'écart dans la vie des gens en est une autre. Le camp a été installé en 1967 après qu'Israël a remporté la victoire dans la guerre des 6 jours et occupé la Cisjordanie jordanienne. Près d'un demi-million de Palestiniens ont fui à travers le Jourdain à cette époque et Bekaa n'était qu'un des nombreux camps offrant un abri temporaire. Officiellement, c'est toujours un camp temporaire, mais de nombreux résidents sont ici depuis son ouverture. Et en pratique, Bekaa est aussi permanent que n'importe quelle ville ou village du Moyen-Orient. Malgré les progrès récents, la population réfugiée dans son ensemble n'est pas encore autosuffisante. L'aide alimentaire, éducative et sanitaire provient de l'Agence des Nations Unies pour les secours et les travaux. L'année dernière, l'agence a dépensé 125 millions de dollars, soit 11 millions de plus que ce qu'elle avait budgété. Le travail qu'elle accomplit est essentiel, mais l'effet a inévitablement été de prolonger la dépendance des réfugiés à cette aide, et donc d'affaiblir toute impulsion vers l'intégration dans la société jordanienne. Quelles que soient les motivations de ceux qui les dirigent, l'existence même du camp tend à préserver le problème palestinien sous la forme qu'il a prise en 1948. C'est la partie que le langage des traités ne peut pas vous montrer, pas ce qui a été promis, mais ce que la vie quotidienne ressentait encore sous la promesse. La plupart du personnel du camp est lui-même palestinien. Le docteur Fawzi Attar est né à Jérusalem, mais sa famille a fui en 1948 alors qu'il avait 5 ans. Nous lui avons demandé ce qu'il ressentait à travailler dans le camp. Mon opinion personnelle à ce sujet, c'est que j'aime travailler ici parmi les réfugiés, travailler parce qu'ils ont besoin d'aide de n'importe où. Officiellement, c'est un camp temporaire, et pourtant, il est là depuis 10 ans déjà. Oui. Pensez-vous qu'il sera encore là dans 10 ans ? Je pense, non, parce que nous avons l'espoir de retourner dans notre pays, donc parce que nous avons perdu notre pays, et nous avons l'obligation de faire tout ce qu'il faut pour récupérer notre pays. Mais comment pensez-vous que cela pourrait se produire ? Sera-ce une solution politique ou militaire ? Je suis médecin, je ne suis pas un politique, mais je pense qu'il y a une intention de solution politique. Mais pensez-vous qu'avec un nouveau gouvernement en Israël, le genre de gouvernement que M. Begin dirige, pensez-vous vraiment qu'une solution politique sera possible ? Peut-être, peut-être. Parce qu'une fois que vous quittez le langage des traités et que vous passez au camp, aux villes occupées, au retour et à l'administration, le mot paix commence à prendre un tout autre sens. Pas comme une arrivée, plus comme une gestion, la vie de réfugiés rendue durable, les revendications politiques rendues conditionnelles. Mais il se sent certainement comme tel maintenant avec sa mère et d'autres proches toujours à Jérusalem. Je suis allé 3 fois rendre visite à ma famille à Jérusalem. Vraiment, je me suis vu comme un étranger. Je suis né à Jérusalem et j'ai vécu à Jérusalem. Mes amis et ma famille et mes proches, tous là-bas. Quand je suis allé là-bas, je cherchais à voir où étaient mes amis, mes proches, ces gens que j'avais l'habitude de voir avant 1967. Et sont-ils partis ? La plupart d'entre eux ont quitté le pays et c'est une question d'évacuation. Pensez-vous que vous retourneriez un jour à Jérusalem ? Je le souhaite et tout le monde a le souhait de retourner chez lui. Tout le monde considère Jérusalem comme sa maison. Pouvez-vous voir cela se produire de votre vivant, un retour à Jérusalem ? C'est juste un espoir. Rien ne peut être accompli par l'espoir ou par la parole. À moins qu'une action sérieuse ne soit accomplie, rien ne sera fait. Si un jour un État palestinien était établi en Cisjordanie, resteriez-vous ici ou retourneriez-vous ? Je resterai là où je peux trouver mon travail, ma vie, parce que je considère que Cisjordanie ou Rive c'est pareil. Mais toujours, j'attends avec impatience de retourner dans mon pays natal. Retour affirmé en principe, mais non réalisé en réalité.
Nous ne sommes pas après 10 ans ou 3 ans ou juste résoudre un problème comme ça. Non, nous voulons nos droits. Nous voulons notre terre. Nous voulons retourner et vivre en Palestine. Je pense que les Palestiniens sont bien éduqués et bien cultivés. Ils peuvent participer à tous les domaines de l'activité humaine. Je veux dire scientifique, art, littérature. Je pense qu'en tant que petite nation, nous pouvons participer. C'est mon sentiment, et je suis prêt à tout laisser ici et retourner chez moi, vraiment. Tout, je suis prêt à recommencer, à partir de zéro même. Ne refusez pas aux propriétaires d'origine le droit de revenir. Ne refusez pas aux Palestiniens, en soi, le droit d'agir en tant qu'être humain. Je suis un être humain. Si le monde veut que je respecte la moralité de l'humanité, alors ils doivent me traiter comme un être humain. Et c'est ce que cette séquence ajoute, non pas une preuve de plus que les Palestiniens ont été mis en attente, mais une preuve de la manière dont ce report se vit. Cette année-là, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3236 qui a réaffirmé les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance nationale et à la souveraineté, et le droit des Palestiniens de retourner dans leur foyer et leurs biens. Premièrement, la question de la Palestine est au cœur du problème du Moyen-Orient et aucune solution ne pourrait être envisagée sans prendre en compte les droits du peuple palestinien. Et remarquez sa forme maintenant. Les droits sont inscrits, la voie politique est inscrite. Ce qui manque, c'est un poids égal. Troisièmement, l'OLP, en tant que représentant du peuple palestinien, devrait participer sur un pied d'égalité avec les autres partis à toutes les conférences sur le Moyen-Orient tenues sous les auspices des Nations Unies. Quatrièmement, l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force et l'obligation d'Israël de se retirer complètement et rapidement de tous les territoires ainsi occupés. À travers la permanence du camp, à travers le fait de devenir un étranger chez soi, à travers la vie municipale sans souveraineté, à travers des droits affirmés en langage tandis que les conditions matérielles restent structurellement non résolues. Israël a toujours craint la destruction, mais argumente à partir de la force, cherchant la sécurité dans l'occupation. Mais cela signifie une terre sans paix, un choix qui n'est fait que lorsque vous savez que les armées massées de votre ennemi s'effondreraient devant votre puissance militaire. L'OLP n'est pas anéanti et leur morale est élevée. Ils ont démontré comme jamais auparavant qu'il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient qui ignore leurs revendications sur la Palestine et leur volonté est éternelle. Nous sommes sans abri. Tant que nous serons sans abri, nous continuerons à nous battre. Ils veulent liquider notre cause. Ils veulent liquider notre personnalité en tant que peuple. Nous sommes palestiniens. Nous avons vécu en Palestine. Nous sommes nés en Palestine. Et pourquoi devrais-je, qui suis né en Palestine, vivre comme un réfugié partout dans le monde et Menachem Begin, qui n'est pas palestinien et qui est né quelque part en Europe, vivre dans ma propre maison? Nous ne serons pas finis en tant que peuple. Au contraire, nous étions, nous sommes, nous serons toujours. Au moment où le traité est signé, la contradiction n'est plus cachée. Vous pouvez l'entendre. Il va y avoir une paix entre eux et tous les signes le montrent, mais c'est contre nos droits palestiniens, car tant que nous n'aurons pas complètement nos droits, cela ne signifie rien pour nous. Parce que tout d'abord, nous ne sommes pas inclus dans l'accord. Deuxièmement, l'Égypte n'a pas le droit de nous représenter même aux États-Unis. Nous avons notre propre représentant et c'est Yasser Arafat. Cet accord, selon vous, apportera-t-il la paix dans cette région? Jamais. Et je le dis, si je vais voler votre sac à main ou votre argent, vous ne me pardonnerez ni aujourd'hui, ni dans 10 jours. Cette terre est la nôtre et nous n'allons pas l'abandonner si facilement. Tant que nous sommes là et que nous possédons cette terre, nous allons nous battre pour elle. Nous n'attendrons ni aujourd'hui ni demain. D'une manière ou d'une autre, un jour, nous la récupérerons par nos propres efforts. Les Palestiniens disent ouvertement que cela se fait par-dessus leur tête et la couverture médiatique grand public montre déjà le deuil et le rejet le jour même où l'image de la paix se mondialise. C'était un jour de deuil en Cisjordanie occupée.
Les commerçants arabes ont fermé leurs magasins dans presque toutes les villes de Cisjordanie pour protester contre ce qu'ils ont dit être la trahison par le président Sadat des demandes palestiniennes pour une patrie indépendante. Une force de sécurité israélienne massive a patrouillé en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et tout aussi important, la position politique palestinienne n'est pas absente. Elle est là. Elle est lisible. Bassam Shaka, le maire de Naplouse, est un exemple civique clair. Nous avons entendu à l'instant une déclaration très émouvante de Madame Inaya Shaka, l'épouse du maire emprisonné de Naplouse, dans laquelle elle a exprimé ses opinions en faveur de la paix entre Israël et le peuple palestinien, basée sur l'autodétermination palestinienne et l'établissement d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Elle a aussi dit que M. Shaka est contre la violence sous toutes ses formes. Elle a très fermement nié l'allégation selon laquelle il était une sorte de chef des activités de l'OLP dans les territoires occupés, tout en précisant que M. Shaka, comme pratiquement tous les habitants de la Cisjordanie, croit que l'OLP est leur représentant légal. Cela inclut l'autodétermination, un État, une représentation et le refus que d'autres parlent à leur place. Donc ce qui manque ici, ce n'est pas la voix palestinienne. Ce qui manque, c'est une structure prête à traiter cette voix comme également décisive, et c'est le plan que ce dossier laisse derrière lui. Une paix suffisamment forte pour transformer les relations entre les États, pas assez forte pour garantir les droits palestiniens, un processus suffisamment détaillé pour financer la mise en œuvre, la sécurité et la certitude bilatérale, pas assez clair pour offrir la souveraineté, le retour ou la représentation selon les termes palestiniens. Peu de temps après que les bombes aient touché 2 maisons, nous avons vu la fumée monter et de nos yeux, nous avons vu de nombreuses victimes civiles. Un jeune garçon à l'arrière d'une voiture a été mutilé par les bombes. Et sous les décombres des maisons se trouvait une femme. On nous a dit que d'autres membres de sa famille y étaient. Mais nous avons vu la femme piégée et elle avait été tuée par les bombes. L'image que le monde extérieur a en Occident et en Europe et en Amérique est que le règlement de Camp David apporte la paix au Moyen-Orient. Mais nous savons, d'après ce que nous avons vu, que ce n'est pas du tout le cas. En fait, la violence et les bombardements s'aggravent, en partie à cause du règlement de Camp David permettant aux Israéliens de se concentrer sur les Palestiniens et d'ignorer d'autres, ignorer les Égyptiens. Et nous sommes consternés par ce qui se passe ici et nous pensons c'est d'une importance vitale que l'Occident réalise ce qui se passe, que les gens en Occident réalisent et fassent pression sur leur propre gouvernement pour reconnaître les droits des Palestiniens et les aider dans leur juste lutte pour une patrie, parce que c'est ce dont ils ont besoin, c'est ce à quoi ils ont droit, c'est ce à quoi chaque être humain a droit. Cette escalade israélienne des attaques et des raids contre le peuple palestinien et le peuple libanais est considérée dans le cadre de l'escalade de la lutte pour créer cette terre brûlée contre le mouvement de résistance palestinien. Et elles sont l'expression du refus israélien de reconnaître au peuple palestinien son droit à l'autodétermination et à son État indépendant. Et une fois que la question palestinienne est déplacée dans le langage du processus, la violence ne disparaît pas, elle est redistribuée. Ce n'est pas du recul. Les signes avant-coureurs étaient déjà là dans le dossier. C'est le dossier. Camp David a changé la région. L'Égypte a récupéré le Sinaï. Israël a obtenu la reconnaissance. Les États-Unis sont devenus le médiateur central. Mais pour les Palestiniens, les questions fondamentales sont restées en suspens. Retour, souveraineté, représentation, terre, sécurité, nommées dans les textes, différées dans la pratique. Et c'est pourquoi cela importe au-delà d'une cérémonie de traité, parce que la paix n'est pas seulement ce que les dirigeants signent, c'est ce que les civils sont réellement autorisés à vivre. Donc si cela vous a aidé à voir le dossier un peu plus clairement, abonnez-vous à Protaion pour le prochain chapitre. Et si j'ai manqué une source, une correction ou un morceau d'archive qui appartiennent à ce dossier, déposez le ci-dessous avec un horodatage. Cela aide vraiment à garder le travail honnête. Comme toujours, merci de regarder. Restez curieux, continuez à poser des questions et surtout, prenez soin de vous.